Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio. On va passer la soirée ensemble jusqu'à 23h pour clôturer comme il se doit la 21e journée du Top 14 avec toute l'équipe Sud Radio. Salut Quentin Cabanis. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver en ce dimanche soir. Tu as remporté l'en haut de l'affiche vendredi soir. Non, mais tu sais que ça fait un peu par défaut, faut le dire. Ça fait 2 semaines de suite. Mais c'est vrai qu'hier, un vendredi d'ailleurs. Carton bleu. Ouais, carton bleu. Bah, ça va, t'as commencé en nous disant qu'il était 21h. Donc bon, j'ai le droit. En tout cas, il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Vendredi soir, j'espère que Antoine Mazère a retrouvé ses esprits parce qu'il avait été pitoyable. Il aura une deuxième chance aujourd'hui, Antoine Mazère, dans ce en haut de l'affiche. Quelle était la meilleure affiche au final de cette 21e journée? On se posera la question d'ici 21h. On essaiera aussi de déterminer qui a réalisé la meilleure opération dans cette 21e journée parmi les équipes qui ont déjà participé à cette journée. On se projettera sur la Champions Cup. Est-elle un poids pour le top 14? Et puis enfin UBB Clermont, le club girondin est-il taillé pour performer en phase finale? Voilà, ça va nous amener jusqu'au coup d'envoi de cette Uriosico. Il y en a plein des Uriosico désormais, mais c'est vrai que celui-là est important pour les deux clubs. Bonsoir Nicolas Delage et David Gérard en direct de Chabandelmas. Comment ça va? Salut Alex, Quentin, bonsoir salut à tous. Ça va David? Ouais, très bien. C'est bien Chaban là. On prend le soleil, c'est magnifique. Avant la tempête. Soleil. Avant la tempête. Eh oui, ça va tomber tout à l'heure. Ah oui, le soleil, vous savez pas ce que c'est vous. Oh, alors ça va le tomber là. Ça dépend qui. Ah oui, oui, c'est vrai. Je retire Alex. Bon alors encore un Uriosico, Nicolas Delage. Bon, il y a quand même un peu plus d'importance que le retour de. Oui, il y en a chaque semaine. Un peu plus d'importance que le retour de Christophe Urios parce que l'UBB c'est pas la meilleure période. On sent que il y a des petites choses à régler et puis Clermont joue son maintien. C'est ça, c'est surtout la tension côté Clermont que j'ai ressenti cette semaine parce que par exemple tout le staff ne s'est pas présenté en conférence de presse, n'a pas communiqué parce qu'ils sont pas bien au niveau du classement les Clermontois, parce que s'ils se sont qualifiés la semaine dernière pour les demi de Challenge Cup, ils n'ont que 4 points d'avance sur le premier relégable Montpellier, 4 points d'avance, c'est une victoire. Donc oui, c'est tendu pour eux forcément et ils espèrent bien profiter de l'inconstance bordelaise. Bordeaux c'est un gros match, un mauvais match, une victoire, une défaite, etc. Et la dernière, c'était la semaine dernière, alors que d'un point contre les Queens en Champions Cup au terme d'un gros match. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de droit à l'erreur pour l'UBB pour passer au contact du top 6, parce qu'ils sont loin d'être qualifiés, attention. Et pour Clermont, c'est un peu la peur au ventre, David. Malheur à qui ce soir surtout? À partir du moment où il y a une équipe qui joue la qualif et l'autre joue le maintien, je te dirais malheur aux Clermontois s'ils partent ici bredouille avec 0 point à l'escarcelle. La fin de saison s'apparente à un long chemin de croix et ça va être très tendu parce que la bataille avec Montpellier fait que commencer. Maintenant, il joue ici à l'UBB qui a cette capacité à alterner le chaud et le froid. Attention, normalement, si on suit la logique, c'est chaud ce soir. C'est chaud, ils sont sur un mood positif. Donc il risque de sortir un gros match. Ouais, et on a hâte de suivre cette rencontre coup d'envoi à 21h sur Sud Radio. À tout à l'heure messieurs. On va saluer Clément Combe. Salut Clément. Salut Alexandre, salut à toutes et à tous. On salue aussi celui qui m'a envoyé son choix du en haut de l'affiche à 3h du matin. Bonsoir Antoine Mazère. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. J'ai mal dormi et j'ai besoin de cet en haut de l'affiche pour retrouver de la confiance et du sommeil ce soir, j'espère. Et pour ça il faut s'imposer. Vas-tu t'imposer? Je ne suis pas certain. Il y a Julien Thomas en plus qui rentre dans la danse. Nouvelle méthode de travail. Ok, on va tenter quelque chose de nouveau du côté d'Antoine Mazère. Elle c'est s'appelle intéressant. Loline. Faut être bon surtout. Voilà, j'ai très peur. Très peur de ce qui va se passer. Mais avant ce en haut de l'affiche, on va évoquer évidemment tous les résultats de cette 21e journée. Puis on revient aussi sur les actus du week-end. Salut Julien, comment ça va? Eh bien bonsoir à toutes et à tous, ça va très bien les amis, c'est bien, bonne journée, ensoleillée aussi du côté, merci bien. En fait je voulais accueillir Julien dans les infos, pour moi c'était l'info principale de ce week-end, mais pourquoi pas. Julien a aujourd'hui 47 ans et on lui souhaite un joyeux anniversaire. Et je vous remercie à tout le monde, c'était aujourd'hui. Stop Quentin. Parce qu'en plus, voilà. Enfin, je veux dire, c'est quasiment du Edith Piaf. C'est exceptionnel. Ça fait l'ouverture des JO. De temps moderne. Je suis pas sûr. Ça fait l'ouverture des JO, ça. Mais sache que Vincent, pour l'anecdote, Antoine va au showcase de cette personne.
Il faut quand même le savoir. C'est exceptionnel. Antoine Mazère au concert de Eva Queen. C'est exceptionnel. Et ça fait rêver. Eh bien, tu sens le c'est malaise. pour ça qu'il perd. Le malaise qui s'est affiché sur le visage d'Alexandre quand j'ai je suis à deux doigts d'enlever déjà 1 ou 2 points dans son haut de l'affiche. Mais bon, allez, on va essayer de quand même d'être impartial. Si vous n'avez pas Emma Queen, n'écoutez pas les autres. D'accord. T'inquiète pas. On n'a pas besoin de toi. Julien Thomas, joyeux anniversaire. Ça fait très plaisir d'être avec toi ce soir. On va passer l'heure ensemble. Je vous remercie. Et on t'offre vraiment plein de cadeaux par la pensée. On peut t'espérer quoi? Qu'est-ce qu'on peut espérer à Julien Thomas? Une victoire dans le haut de l'affiche? C'est ça qui ferait plaisir? Ou un meilleur Antoine Mazère. Quand j'ai entendu vendredi soir comment c'est plus compliqué. Comment dégringoler, c'était compliqué. Mais sinon, non, les cadeaux, écoutez, je préfère les donner à nos auditeurs, auditrices avec grand plaisir. Et ça, c'est un cadeau que je trouve quelle générosité. Et heureusement que tu n'espères pas gagner parce qu'on t'offre un cadeau pour que tu gagnes ce en haut de l'affiche, parce que non, il n'y a pas de complaisance ici. Tu ne gagneras pas. Voilà, Julien. Je connais la concurrence, s'il faut descendre les autres, vous savez le faire, je le sais très bien. Voilà, exactement. Alors, bien sûr, tout ce qui s'est passé ce week-end, Quentin Cavanis, avec du top 14 de la Pro D2, le 6 Nations féminin. Exactement. Surtout les Bleus qui ont été impeccables aujourd'hui à Cardiff. On pourrait parler de prestations parfaites pour l'équipe de France féminine. Victoire du 15 de France aujourd'hui dans ce tournoi des 6 Nations, 40-0 face aux Galloises. Les Françaises qui s'offrent donc une finale pour le Grand Chelem dans ce tournoi des 6 Nations. Ce sera samedi prochain face à l'Angleterre. Coup d'envoi de la rencontre à 17h45. Et les Françaises, elles auront fort à faire puisque les Anglaises, elles sont en grande forme dans cette compétition. À l'image d'hier d'un certain 88-10 infligé à l'équipe d'Irlande. Donc voilà, Angleterre-France, ce sera la semaine prochaine et ça promet déjà. Ce week-end, il y a eu aussi de la Pro D2. Ça avait démarré jeudi avec Aix-en-Provence qui a battu Mont-de-Marsan 46-22. Vendredi, Soyons-Angoulême a battu Brive 22-12. Succès d'Aurillac face à Béziers 27-7. Dax a battu Rouen 29-16. Montauban à domicile s'est incliné face à Vannes 36-26. Nevers a battu Colomiers 34-15. Valence-Romand s'est imposé face à Agen 38-21. Grenoble à Biarritz s'est imposé 46-19. Et puis pour la 21e journée de top 14, Castres a battu La Rochelle 25-24. L'USAP s'est imposé face au Loup 51-20. Le Racing 92 a été gagné à Oyonnax 43-13. Succès du Stade Français face à Bayonne au bout du suspense 28-24. Pau a battu le MHR 31-23. Et puis Toulon s'est imposé face à Toulouse 20-19. Tout ça avant le match de ce soir qui aura lieu dans un peu moins d'une heure maintenant. Bordeaux, Clermont. Allez, quelle équipe a réalisé la meilleure opération dans cette 21e journée? Est-ce Perpignan qui joue peut-être désormais le top 6? Est-ce Castres et le retour de ses ambitions? Est-ce Montpellier qui est en difficulté parce que Pau a été très solide face à Montpellier? Est-ce Paris, la chance du champion? Est-ce le RCT qui a résisté au Stade Toulousain à 14-15? Quelle équipe a réalisé selon vous la meilleure opération de cette 21e journée, Quentin? Pour moi, la meilleure opération, c'est l'USAP. Pourquoi l'USAP? L'USAP pour ce succès face à Lyon. L'USAP qui est plus que jamais dans la course au top 6 avec un succès bonifié. Et j'ai l'impression que chaque semaine, ils nous impressionnent un peu plus et continuent leur parcours de meilleure équipe du moment. Et voilà, c'est pour ça que moi, ils m'ont fait une grosse impression et je pense qu'ils ont signé des points importants, encore une fois, dans la course au top 6. Et puis, en plus, ils éloignent un candidat, le Loup, qui est désormais dans la course au maintien. Est-ce qu'on est encore surpris de cette équipe de Perpignan, Quentin? Moi, personnellement, vendredi. L'ampleur du score peut surprendre quand même. Hein. Mais dans le jeu, on est plus surpris finalement de cette équipe de l'USAP, puisque on le dit depuis plusieurs semaines maintenant, l'USAP c'est une des équipes qui pratique le plus beau jeu de ce top 14 et finalement en fait depuis que tout le monde est revenu du côté de l'USAP ça marche beaucoup mieux et il y a des joueurs qui ne cessent de s'imposer. On peut penser à McIntyre, à Veredamou, mais voilà, c'est une équipe qui impressionne de plus en plus cette USAP et ce serait une surprise évidemment de les voir dans le top 6, mais ce serait pas forcément immérité. Dans un instant, on va écouter Nemo Rolofsé, le pilier de cette équipe de Perpignan. Mais Julien Thomas, est-ce que tu es surpris par le résultat, par cette victoire quand même, 51-20 de Perpignan face à Lyon?
Et bien vu la confiance qu'ils ont à domicile, surtout, hein, quand on connaît le public un peu Aimé Gérald et surtout cette ferveur qu'il y a, tu te transcendes et ça m'étonne pas du fait qu'il y a eu un démarrage poussif et très dur quand même pour cette équipe de l'USAP en début de saison. On en parlait avec Franck Ouais, Azema, très difficile. Ouais. et qui a au fur et à mesure tenu bon, qui a essayé de remettre un peu dans le droit chemin et tout le monde s'est adhéré au jeu. Et finalement, quand ça a pris, ça a connecté, ça s'est vraiment colmaté un groupe et avec la confiance qu'ils retrouvent là depuis 4 matchs. Là, attention l'USAP. L'USAP, là, ils ont maintenant cette dynamique très très positive pour eux. Après, il y a les déplacements où il va falloir sur la fin de saison aller chercher à l'extérieur pour faire un top 6. Peut-être déjà dès la semaine prochaine à Montpellier. Écoutons Nemo Relofsé, lui il est un peu encore surpris quand même par la qualité de ses coéquipiers. On avait un bon moment pour préparer ce match et on savait que Lyon va venir avec cette veut imposer leur rythme et voilà, c'est pour ça on a parti à Falgos pour se préparer. On a fait bon stage là-bas et ici aussi cette semaine on a préparé pour imposer notre rythme en fait. Et voilà, c'était un beau match et 1 à 50, tout le monde, l'équipe plus les remplaçants, plus ceux qui n'ont pas joué, c'est vraiment c'est une équipe en fait, c'est tout le monde. On sent que le groupe vit bien du côté de Perpignan. On sent aussi que Franck Azema, on le rappelle, c'est un très très bon entraîneur et c'est encore une fois la preuve. Hein, il a réussi à construire un effectif qui a adhéré totalement à ses principes. Tiens, pour en parler, on accueille Alban. Bonsoir Alban. Bonsoir Alexandre. Dit Casgrain sur les réseaux sociaux. Alban, fidèle auditeur de Sud Radio et de la chaîne Twitch Poney Club. Alban, est-ce que selon toi Perpignan a réalisé la meilleure opération de cette 21e journée? Ben ouais, clairement, je pense que d'une part il y a la victoire bonifiée et en plus il y a le score en fait. En plus d'avoir pris 5 points au classement, il marque les esprits de tous les concurrents au top 6 en se disant, en imposant clairement le fait qu'ils sont là pas pour jouer le maintien comme beaucoup l'ont pensé sur toute la saison, mais jouer au-dessus en fait. Donc ouais, moi je mettrais vraiment Perpignan sur le meilleur résultat de cette journée. Jusque-là. J'hésitais un peu avec Paris, mais c'est assez rocambolesque leur façon de gagner le match, mais du coup, je vais quand même rester sur Perpignan parce que 51 grains à la maison, c'est quand même énorme, quoi. Ouais, et d'ailleurs, on va écouter la détresse un petit peu de Parisien, le joueur du Loup. Hier, au micro de Rémi Ruggiero, on l'a senti complètement décontenancé par cette défaite, cette lourde défaite sur la pelouse de Perpignan. On rappelle quand même que le Loup est en grand danger pour le maintien. Il y avait beaucoup d'ambition. Il y avait l'ambition surtout d'avoir un contenu collectif, ce qui n'a pas du tout été le cas selon le 3/4 centre parisien. On a bossé sur tous les aspects, on a essayé de faire de la cohésion, on a essayé... Ah non, chacun doit s'y mettre et respecter le club. Et là, il y a des mecs, ça parle de contrat, ça parle de... Non, respecte le blason, c'est tout, ça suffit. Inacceptable. Et là, la honte, tout simplement. On peut basculer, on marque un essai, on revient à égalité, non. On prend cet essai et après on lâche. On lâche parce qu'on joue pas ensemble. On joue pas pour le copain. On joue chacun pour sa petite paroisse. On n'en veut pas plus. Voilà, les mots très durs de Parisien. Ouais, il dit voilà, on devrait tous pousser ensemble, mais non, on parle des contrats des uns et des autres. On pense tous à notre petite paroisse. C'est rare ce genre de propos quand même. Hein. Julien Thomas, t'as déjà entendu un coéquipier avoir de tels propos à la fin d'un match comme ça? C'est rare, non, c'est surtout honnête, j'avais te dire. C'est surtout honnête parce que dans un vestiaire, les fins d'année, des fins de saison, quand il y a la moitié qui partent ou qui ont pensé à partir, vu que peut-être les résultats ne sont pas bons dans le club où il est, et qui a l'opportunité d'avoir meilleur, ou le meilleur contrat, il faut pas se leurrer. Et les mecs dans le vestiaire, tu parles. Et là donc c'est donné à la presse avec honnêteté. Donc c'est ce qu'il dit, c'est la vérité. Maintenant, bien sûr, quand ça reste, il faudrait que ça reste plus dans un vestiaire quand c'est sportif que de le dire à la. Ça donne quand même un peu le genre. Enfin, on imagine le genre d'ambiance à Lyon, c'est pas génial quand même. Quand ça pique, voilà, on voit les mecs qui se tirent la couverture, les mecs qui regardent plutôt leur nombril plutôt que l'équipe, sauver le club. Qui appellent leur agent et ils se sauvent plus personnellement que peut-être le collectif ou même un club. Et ça, c'est le monde professionnel, je vous invente rien. Maintenant, ils avaient eu l'opportunité, c'est Lyonnais à 23 à la mi-temps,
Et vu la première mi-temps qu'ils ont fait quand même, de rivaliser ou d'être dans le match. Après, ils ont explosé parce qu'ils ont un vestiaire justement qui est comme ça, qui chacun tire sa couverture. Clément Combe, quelle est selon toi l'équipe qui a réalisé la meilleure opération dans cette 21e journée? J'hésite, j'ai envie de dire Perpignan aussi, mais allez, je vais dire Pau. Je vais rester sur la section paloise parce que... Pourquoi Pau? Parce qu'on a encore quelques interrogations sur ce gros nombre d'équipes, sur est-ce que la section paloise fait partie de ces prétendants au top 6. Il y a un tir groupé là qui est en train de se former parce qu'il y a un écart clairement entre Castres et Bayonne au classement désormais, mais Pau est 6e en fait. Pau est 6e avant le match de ce soir. Pau est en espèce de ballottage favorable, puisqu'il va y avoir 2 réceptions, si je ne m'abuse, contre... Ils reçoivent les 2 derniers, je crois. Ils reçoivent Oyonnax et Lyon d'ici la fin du championnat. Donc ouais, c'est eux qui font la meilleure opération pour moi de la 21e journée aussi, parce qu'ils gardent leur espoir finalement de se conserver, de se qualifier en phase finale. Et surtout, ils ont fait un match cohérent à Alban. Je ne sais pas si tu as pu suivre cette rencontre Pau-Montpellier, mais les Bernais, 31-23, solide, face à des Montpelliérains qui étaient pas mauvais. Ouais, je trouve que les Montpelliérains se payent pas bien sur ce match parce qu'ils méritaient plus que 0 points, je pense, à revenir du Béarn. Et Pau reste quand même très très solide. Et comme le disait Quentin, en fait, le calendrier de Pau est quand même assez favorable. Il y a un match qui se profile, je crois, face à Perpignan. C'était Clément. J'allais dire, j'ai dit ça moi, putain, qu'est-ce que je suis fort. Carton bleu, tout à fait. Journée, bien sûr. Mais ouais, je crois qu'il y a un match qui se profile face à Perpignan, et il y a clairement, à mon avis, une décision, enfin, celui qui remportera ce match marque clairement les points pour aller dans le top 6. Alban, tu nous appelles d'où? De Montaigu, en Vendée. Ah, de Montaigu en Vendée. Alors, on supporte quel club à Montaigu en Vendée, chez toi, Alban? C'est partagé, hein. Il y a une partie qui part vers La Rochelle et il y a une partie qui part vers les Bretons de Vannes, du coup. Oui. Vaut mieux être vanté en ce moment. Oui. Non, en ce moment, oui, clairement, la baraka, elle est côté Vannes. Est-ce qu'on peut estimer que Castres a fait une bonne opération dans cette 21e journée? Je veux dire, une opération marquante, Alban? Je sais pas si c'est Castres qui gagne le match ou La Rochelle qui le perd. Celui-là, je l'ai vu d'un peu plus près. Et le match est compliqué. Alors il est très beau d'un point de vue neutre. Pour quelqu'un qui supporte l'un des deux clubs, je pense qu'il y avait quelques tachycardies à avoir. C'était terrible. Parce que les deux équipes ont semblé mériter de perdre le match en fait. Il y a des ouvreurs qui sont en souffrance sur tout le match. Il y a peu de liaisons. Enfin, il y a vraiment peu de phases de jeu qui s'enchaînent. Et au final, Castres reste solide à domicile. Je pense qu'ils peuvent être contents de ce match-là, mais je trouve que ça laisse pas trop d'illusions sur la suite de leur championnat. Je ne dois pas trop accrocher le top 6 comparé aux autres équipes dont on a parlé juste avant. Antoine Mazère, est-ce qu'on mise plus sur Castres, sur Perpignan, sur Pau, Paris, Toulon, pour déterminer, selon toi, Antoine, quelle équipe qui a réalisé la meilleure opération dans cette 21e journée? Ouais, pour moi, c'est le Castres Olympique. Alors, c'est pas forcément pour ça. Ah ouais, vraiment? Oui, mais c'est pas forcément pour ça que je vais. Je pensais que c'était pour embêter Quentin que tu disais ça. Non, c'est vrai. D'accord. C'est réel parce que c'est pas parce que je vais le dire qu'ils ont réalisé la meilleure opération que je vais forcément les mettre dans le top 6 à la fin de la saison, mais parce qu'ils n'avaient plus gagné un match quand même depuis le 24 février. Ça fait presque 2 mois que les Castrais n'avaient plus regoûté à la victoire. Ça faisait 5 défaites consécutives, dont notamment une en Challenge Cup qui était importante du côté de Gloucester. Alors cette équipe du Castres Olympique, je rejoins un petit peu ce que dit Alban, mais quand même, face à une équipe malade, l'objectif c'est pas forcément de déployer un jeu flamboyant, c'est de se rassurer, c'est de gagner. Ils ont été le chercher à la 74e face à une équipe de La Rochelle qui eux sont quand même plutôt bien installés dans le top 6. Cette équipe si j'ai cette lecture, le Stade Français Paris, ils vont chercher une victoire à la 81e, Antoine. Oui, donc ça peut rentrer. Sauf que le Stade c'est pas Français la première depuis 5 matchs. Voilà, exactement. Le Stade Français n'a pas gagné depuis le 24 février. Là, le Castres Olympique. Mais le Stade Français a 6 points d'avance sur Toulouse 2e désormais. Mais la lecture que je fais avec le Castres Olympique, à domicile cette saison. La lecture que je fais avec le Castres Olympique, c'est que depuis des semaines, on dit que le Castres Olympique, ça va pas. C'est l'une des pires équipes. C'est la 13e équipe sur les 5 derniers matchs. Sauf qu'avec cette victoire,
et ben les mecs ils sont encore dans la course au top 6. C'est ça qui est fou, c'est pour ça que je dis que c'est la meilleure opération, c'est parce qu'on les enterre depuis quelques journées, mais avec une victoire, ils montrent que ce championnat est tellement fou que tu es à 49 points et ce soir tu es encore à 1 point du top 6 alors que tu as enchaîné 4 défaites consécutives en top 14. Et avec 4 défaites consécutives en top 14, tu montres qu'avec une victoire, et ben ce soir tu réalises la meilleure opération de la journée parce qu'avec une victoire face à La Rochelle en plus concurrent direct, et ben t'es encore dans la course au top 6 et en plus le calendrier, tu vas à Oyonnax qui n'a plus entre guillemets plus ses chances en top 14 et tu peux aller faire un coup à Charles-Maton et si Castres enchaîne La Rochelle et Oyonnax, et ben ils seront dans le top 6. Quentin Cavanis, ton avis? Moi je pense que pour le Castres Olympique ça va être compliqué, que le nombre de défaites justement à domicile du CO va être rédhibitoire à la fin de la saison. Il y a eu 3 défaites à la maison, dont une défaite contre l'USAP notamment. Donc toi c'est pas le CO qui fait la meilleure opération pour toi? Non, pour moi le CO a manqué sa chance déjà. Voilà, c'est terrible à dire, mais le calendrier il est intéressant. Le calendrier est assez intéressant, mais je pense que le CO va partir de trop loin et que les points qu'ils ont perdus, les points terrain sont à leur désavantage. Voilà, que les points perdus sont trop importants. Alors il y a que en cas d'égalité avec la section paloise où ça peut changer les choses vu que Castres a été gagné là-bas. Mais sinon, à 49 points, tu te donnes encore le droit de rêver pour le top 6. T'as le droit de rêver. Si tu perds contre La Rochelle, t'as plus le droit de rêver. Ouais, mais si tu perds contre La Rochelle, t'as plus le droit de. T'as le droit de rêver, mais de rêver et parfois les rêves se réalisent pas et quand tu vois qu'il y a l'UBB devant. Attention quand même les gars, moi je suis d'accord avec Julien, le CO s'il y a bien une équipe qui est capable de prendre feu avec rien du tout, c'est le Castres Olympique quand même. Combien de fois ils sont rentrés dans le top 6 et qui sont arrivés en finale? Exactement. Au dernier moment, attention, là ils ont fait un match pour moi. Totalement d'accord avec toi. Là ils ont fait le match charnière d'une saison, je pense, les Castrés. Oui, et puis surtout que si tu perdais, tu regardais derrière. Ah, mais tu regardais derrière et puis bon, tu savais qu'après la spirale négative, elle s'enfonçait, elle se creusait encore plus. Et ils ont un calendrier favorable. Exactement, calendrier favorable, la confiance qui peut revenir, des mecs blessés qui commencent à revenir dans l'effectif. Et puis là, tu reprends confiance. Attention, parce qu'après ça va batailler fort pour rentrer dedans dans le top 6. Et des Castrés, ils l'ont déjà joué et ils ont le mental pour. C'est ça. Sur leurs 5 matchs, Julien, sur leurs 5 matchs, ils jouent 4 équipes qui sont derrière eux au classement. C'est simple. Ils jouent qu'une équipe qui est plus haut au classement, c'est le Stade Français qui recevront à domicile. Mais sinon, les 4 équipes ça se passe pas toujours bien. Oui, mais les 4 équipes qui jouent sur cette fin de saison, c'est des équipes qui sont derrière eux au classement de top 14. Alors ça, oui, mais ça, je suis pas certain que ce soit une bonne lecture. Voilà, exactement. J'ai l'impression que le Castres Olympique a besoin d'être galvanisé aussi. Exactement. Castres perd à la maison face à une équipe de Perpignan qui était en grande difficulté en fin d'année autour du 31 décembre. Castres a lancé Perpignan. Oui, c'est ça. La victoire de Perpignan à Castres lance leur saison et à défaut, Castres ensuite avait enchaîné un nombre de défaites assez impressionnant. Il y avait eu un peu de mieux et une série de 3 défaites. Donc Castres peut avoir des très mauvaises séries et c'est ça qui est assez inquiétant. Alors j'ai 2 dernières questions à vous poser avant de basculer vers en haut de l'affiche. Qu'on le fera avec Alban. On va s'amuser avec Alban. Est-ce que Paris, on peut mettre ça sur la chance d'un potentiel champion? Parce que quand même le match hier face à Bayonne, il est incroyable. Quentin, t'as commenté cette partie et notamment les 3 dernières minutes. Dans 90 chances sur 10, dans 90 matchs sur 100, pardon. Ils auraient dû le perdre 3 fois de suite le match dans les 3 dernières minutes. Il y a 17-0, 24-7. Ils arrivent à aller chercher la victoire. 24-7 à la mi-temps. Donc ils remontent de manière quasiment improbable en seconde période, puisque au final ils s'imposent 25-24. Mais les Bayonnais récupèrent quand même 3 fois le ballon dans les 2 dernières minutes. Et ils arrivent à reperdre cette balle quasiment à la 79e minute, je crois. Ensuite, Léo Barret fait un festival et ça finit sur un essai au-delà de la sirène qui va permettre à ce Stade Français de s'imposer sur le score de 28-24. Mais je pense que les Bayonnais ont perdu ce match plus que les Parisiens l'ont gagné. Mais le Stade Français Paris est toujours un solide leader, 6 points d'avance sur le dos. Ils n'abandonnent jamais en plus. Ils ont une force de caractère assez impressionnante. Ce qui est comment tu l'expliques ça, Julien? Non, mais ce qui est formidable, c'est un solide leader, pas un beau leader. Parce que franchement, combien de matchs... le mot c'est solide. Moi, c'est le seul que je peux donner. Combien de matchs ils ont fait quand même, cette équipe du Stade Français, qui était derrière au score, essayaient de courir après et qui finalement ont renversé les situations, gagné des matchs et avec au caractère l'effectif, le groupe qui était sur le même diapason de jeu. Pas forcément flamboyant, on est d'accord, mais efficace et qui permet de gagner. Là, ils se sont fait peur encore une fois et vraiment, c'était sur la dernière minute contre Bayonne et à domicile. Mais il y a X matchs, si on regarde leur saison, je regarde. ils sont derrière.
Je suis en train de regarder. Qu'ils sont pas dans un match où ils dominent totalement vraiment les débats. Par contre, il y a cette force de vestiaire, de caractère. Non mais attends, c'est très très drôle ce que tu nous dis. Je t'interromps, Julien. Tout le monde. Oui, vas-y. Alors du coup, j'ai la statistique. Alors victoire face à Bayonne, là 28-24 à la pause, il y a 7-24. Face à Lyon à domicile, il s'impose 22-13, il y a 0-6 à la mi-temps. Il gagne face à la section paloise 25-12, mais à la mi-temps il y a 8-9. Ils battent Perpignan 32-19, à la mi-temps il y a 7-16. Tu vois, il y en a plein des matchs comme ça. Il y en a plein dans la saison. C'est vrai que c'est incroyable. C'est incroyable cette force mentale et sur même de pas de pas sortir de leur match ou jouer sur un autre registre parce qu'ils sont derrière au score. On voit qu'ils sont connectés sur un registre défensif de jeu au pied, de cabossé. Et ça fonctionne par les pénalités, par le pragmatisme. Ils sont plutôt réalistes. Mais sauf que après, je pense, c'est un avis personnel. Dans les phases finales, va courir au score en phase finale face à des grosses écuries pour revenir. Ça va être compliqué s'ils jouent le registre comme ils ont fait toute la saison. À Bordeaux aussi, nous souffle Nicolas Delage. Oui, à Bordeaux. Alors à la mi-temps, il y avait 21-20, c'était beaucoup moins large, mais c'est vrai que la première période, elle est totalement à l'avantage de Bordeaux-Bègles, qui avait déjà marqué 2 essais, dont un transformé, plus 3 pénalités face à 2 pénalités de second. C'est vrai que les 30 premières minutes étaient complètement à l'avantage de l'Union Bordeaux-Bègles. Les paris étaient revenus dans cette rencontre. C'était la première. Et ils sont premiers actuellement. Est-ce que hier Toulon-Toulouse, c'était une fête en tribune, là pour le coup, il y avait plus de 60 000 personnes. C'était exceptionnel à Marseille. Est-ce qu'au final c'est quand même globalement une fête du top 14? Est-ce que le top 14 est sorti grandi de cette rencontre, Quentin? Il y a le scénario qui donne envie, et puis je vais pas casser cette affiche, mais non, c'était un bon match. 20-19, il y avait du suspense, surtout tout au long du match. Il n'y a pas eu un énorme écart, donc voilà, ça n'a pas été peut-être le plus beau rugby qu'on ait vu depuis le début de la saison. Peut-être que j'ai l'impression que je te mets dans la sauce parce que tu vas vouloir défendre cette affiche dans quelques instants, donc ça va être compliqué. C'est exactement ça. Et j'ai bien compris. Donc, on va écouter rapidement Baptiste Osserin quand même, qui adresse quelques mises en garde à ses coéquipiers du rugby club toulonnais. Il était au micro de Mathias Merlot hier soir au Vélodrome. Ce qui est bien, c'est que voilà, on est sur trois victoires consécutives. Il y a encore un gros match qui nous attend la semaine prochaine. Voilà, c'est bien, c'est parce qu'on garde cette dynamique, donc ça c'est cool. Je pense que l'objectif du club c'est d'être dans les 6, personne s'en est caché, donc il n'a pas changé avec cette victoire ce soir. Il faut continuer à travailler, je pense qu'il faut rester humble parce que ce soir ça nous montre aussi tout le travail qui doit être le nôtre. Ce soir je pense que c'est un petit rappel à l'ordre quand même. Gagner pas très beau, voire moche, mais c'est important de gagner. Et voilà donc les mots de Baptiste Osserin, encore une fois très important hier avec le RCT. Dans un instant, en haut de l'affiche. Alors c'est la première fois qu'on fait en haut de l'affiche un dimanche. On va pas se poser la question quelle est la meilleure affiche. Quelle était la meilleure affiche au final de cette 21e journée. Il y en a 4 qui vont participer, nos spécialistes. Il y aura un décideur ce soir. C'est Alban, notre auditeur de Vendée. Il a composé le 0826 300 300. Il va jouer les juges. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio, une demi-heure du coup d'envoi, Union, Bordeaux-Bègles, Clermont. C'est l'affiche de cette soirée avec David Gérard et Nicolas Delage tout à l'heure à Chaban-Delmas. Vous êtes sur Sud Radio et place maintenant en haut de l'affiche. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà... On va essayer de déterminer quelle était la meilleure affiche de cette 21e journée au regard des rencontres que vous avez pu suivre sur Sud Radio. Et c'est la première fois qu'on le fait au passé. Ils sont 4 ce soir à participer. Il y a Quentin Cabanis, il y a Clément Combe, il y a Julien Thomas et Antoine Mazer qui a été... en difficulté, il faut le dire, vendredi, quand on essayait de déterminer quelle affiche était la meilleure. C'était très compliqué, Antoine, mais il a changé sa méthode. J'ai déjà vu des noyades moins violentes. Ah, oui. D'accord. C'est pire que sachez que Quentin Cabanis est nageur sauveteur. Donc en plus, il m'a donné un gilet de sauvetage. On est deux en plus. Clément, c'est pareil. Non-assistance à personne en danger. Il était en face et il a rigolé. Non, Clément, il était là, écoute, crève. Tu vois, voilà. J'ai entendu parler de Titanic. Lui, il était sur la planche et Antoine, c'était DiCaprio qui se noyait. Hein.
Très bien, il lui disait, bon, salut. Et ce soir, ton j'ai poste, il regardé m'intéresse. ouais. Alban, t'as composé le 0826 300 300. Est-ce que tu sais comment ça marche un peu, son haut de l'affiche? Je vais t'expliquer. Rappelez-moi tout, mais je sais plus combien c'est le shot clock. C'est 30 secondes ou 1 minute? 30 secondes. Alors, toi, tu vas pas participer, tu vas juger. Mais il a dit shot clock. Ok. Mais j'aime bien, il y a shot clock, voilà, on parle, Si on we peut speak utiliser English le mot here. anglais, ok, avec plaisir. Alors, Alban, ce qui va se passer, c'est que chacun aura 30 secondes pour faire une plaidoirie, essayer de te convaincre. Tu écoutes, tu prends des notes, et puis à la fin donc du passage de chacun, donc quand tout le monde sera passé, on fera un classement. Il y aura le 3e, le 2e, et puis on verra qui gagne et qui finit dernier. C'est comme ça que ça se passe, c'est du sadisme. Voilà. Ok. Et on adore ça. Alors, qui va s'élancer en premier? Tiens, Alban, c'est toi qui choisis. Qui commence? On va prendre Clément. Tiens, allez hop. Avec plaisir. Pour non-assistance à personne en danger, du coup c'est toi qui le coule, c'est parfait. Clément Combe, quelle affiche tu as choisi? Tu as 30 secondes, c'est parti. Eh ben, j'ai choisi Stade Français, Aviron Bayonnais, 24-7 à la mi-temps pour Bayonne. On se disait que cette fois-ci, le Stade Français ne pourrait pas revenir. Mais non, à l'arraché, au buzzer, les joueurs de Karim Ghezal repassent devant grâce à un essai d'un futur Bayonnais. 52 points inscrits, un retournement de situation rocambolesque, une polémique arbitrale en fin de match. Non, ce n'était pas du top 14, c'était bien un thriller hollywoodien à Jean-Bouin. Finalement, ce qu'on retient, c'est que c'est simple, le top 14 cette saison, à la fin, c'est le Stade Français qui gagne. Oh, qu'est-ce qu'il est court. J'ai pas besoin d'en dire plus. Je suis obligé de laisser le chrono jusqu'au bout pour se rendre compte de l'étendue de... L'affiche se suffit elle-même. Ok, très bien. Ça suffit par contre le chrono maintenant, Clément Combe. Alban, notre auditeur, a pris quelques notes. Qui est le prochain à s'élancer, Alban? Donc il nous reste Antoine, Quentin Et Julien. Et Julien Thomas. Julien. On peut prendre Julien. Allez. Julien Thomas qui a vraiment s'est vraiment bien moqué d'Antoine Mazer sur WhatsApp. Antoine, voilà, tu savais pas, maintenant tu le sais. Ouais, mais je l'aime bien. Voilà, donc Julien Thomas qui est bouillant. Julien, tu vas défendre quelle affiche? 30 secondes. Alors j'ai choisi le Castres Olympique face à La Rochelle qui finissent à 25-24 pour le CO. C'est surtout une affiche où les Castrés devaient gagner pour rester dans le top 6, se mettre vraiment à hauteur et ne pas être écartés pour jouer le maintien. Et cette victoire à Pierre Fabre avec un vent à part rafale leur a permis en première période d'occuper, de venir fort dans le camp des Rochelais. Malgré tout, c'est de Rochelais avec la stratégie d'un banc 5 étoiles, Antonio Aldrit, Botia, qui ont été absents et qui a permis au CO de garder le ballon en seconde période, mais de revenir jusqu'à la fin, à la 74e, Huleux qui marque le deuxième essai de sa partie et qui gagne le match. Il prend les 7 ou 8 secondes de Clément et il se les rajoute. Faut appeler Tony Estanguet, là. On m'a dit, en parallèle, on m'a dit sur WhatsApp que le groupe de Sud Radio, où tu as le bonus, c'est ton anniversaire. Bah, n'importe quoi. C'est quoi? C'est vrai que c'est son anniversaire. C'est quoi? Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Voilà. Alors, pas trop longtemps non plus quand même. Non, sinon on va devoir donner de l'argent à ça. Voilà. Et la SACEM c'est bien, mais pour ceux qui le méritent. Oh, c'était pour NASA. On embrasse. Pardon, c'est vraiment pour rigoler. Ouais. Alors Julien Thomas c'est donc qui est lancé, Clément Combe aussi. Il reste Antoine et Quentin. Et c'est qui le prochain, Alban? On va prendre Antoine Mazer pour le troisième passage. Alors sortez les popcorn. Antoine Mazer, il a changé la méthode. Il se frotte Antoine Mazer, 30 secondes pour quelle affiche? L'USAP face au Loup. C'était forcément l'affiche de la journée parce qu'il y avait plusieurs ambitions dans ce match. Forcément l'USAP qui pouvait croire à d'autres ambitions plus haut dans le classement, mais le Loup devait forcément se sauver. À Aimé Gérald, devant beaucoup de spectateurs en nouvelle fois à guichet fermé, 14 593 personnes étaient là pour voir une orgie d'essais. 10 essais au total, 51 à 20. On s'est régalé forcément à l'USAP. Également, Patrick Sobella l'a annoncé, il va y avoir d'autres ambitions maintenant pour les USAPistes, jouer le top 6. Et forcément, au niveau du classement, quand on regarde, l'USAP est 6e. Et comme en Vendée, on adore le prix fou. Merci Antoine. Ils sont pas 6e, ils sont 8e. Ils sont 8e. J'ai dit 8e. Et puis il a été calé. Non, t'as dit 6e. Mais il a calé le pré fou. Le prix fou de Vendée. Il a calé le pré-fou. T'avais qu'à dire Roger Sicard aussi tant qu'on y était. Les huîtres de Noirmoutier. Je suis sûr que c'est noté sur l'ordinateur. Le Puy du Fou aussi. Il a dit j'adore le Puy du Fou. J'adore cette région. Ne te fais pas surprendre par ces gens-là, s'il te plaît. Alban, il est imperméable à la pression. Voici donc le dernier. Le pré-fou, c'est quoi?
C'est tabou. Le fou, c'est sacré, donc. Ah oh là là, non, mais attention, il faut pas se faire corrompre, Alban. Non, mais attention. Non, mais nous aussi, on aime le pré-fou, il n'y a pas de souci. Hein. Bah oui, tout le monde aime le pré-fou, qui n'aime pas le pré-fou. Quentin Cavanis, oui. 30 secondes, c'est parti. Toulon, Toulouse. Alors, j'ai entendu 15 000 spectateurs, 19 000 spectateurs, 62 000 spectateurs au stade Vélodrome. Voilà déjà ce qui peut faire de cette affiche le gros match de la journée. Puis ensuite, il y a eu un scénario de fou. Toulon, malmené et en infériorité numérique, qui au bout du suspense, finalement, arrive à s'imposer face au grand stade toulousain. Et puis, il y a de la dramaturgie dans ce match. Thomas Ramos, le héros toulousain, qui finalement manque la transformation de la gagne pour cette équipe. C'est triste et c'est beau à la fois quand on voit qu'en face, Jaminet en quille tout au pied. Voilà pourquoi c'est une belle affiche. Ouais. Alban, tu as tout entendu. Alors, je vais Alban, te demander dans quelques instants qui termine 3e, qui termine 2e, et puis on découvrira qui remporte ce en haut de l'affiche et qui termine dernier. Qui remporte 3e, c'est presque une place d'honneur, hein, tu sais, sur Sud Radio, c'est une place sur le podium au final. Hein. Alban, qui termine 3e ce soir? 3e, je vais mettre Julien Thomas. Oh, c'est son anniversaire. Qui, le jour de son anniversaire, a pas fait la meilleure prestation possible, je pense. Ah, ouf. Mais on peut pas le mettre dernier sur le jour de son anniversaire. Donc 3e, je mettrais Julien Thomas. Tu m'invites à demander. Et puis surtout, n'oublie pas. Ce soir, c'est la fête, c'est ton anniversaire. Ouais, 3e Julien, voilà. Julien, sur la route. Je le connais, Julien, il est dégoûté. Il est dégoûté. Et il est encore plus non, il n'est pas autant dégoûté que quand je l'ai battu au concours de tir au but. Parce que là, il était vraiment au fond du trou. Là, c'était le pire. Bah, ça a coûté cher en psychanalyse après, mais bon, écoute, c'est comme ça. Je pense qui termine corrompu. Ouais, non, Alban, il n'est pas corrompu. Alban. Qui termine 2e, Alban? En 2e place, je vais mettre Antoine Mazet, qui joue la corde sensible du pré-fou, mais décemment, ça peut pas gagner, c'est pas possible. L'explication a été trop longue. L'affiche était belle, beaucoup d'essais, mais le reste, c'était pas suffisant. Vive la Vendée. Ouais. Alors attends, là, parce que là je suis en train de bugger. Attends, il y en a. C'est pas possible. Attends. Alors là, il y a quelque chose. Moi, c'est marrant, j'aurais pas du tout fait ce classement, mais du coup, j'adore. Parce que là, je me demande vraiment, Alban, quel est le choix que tu as fait, Alban? Il faut garder le suspense jusqu'au bout. Qui remporte en haut de l'affiche de la 21e journée du top 14, Alban? Est-ce Clément Combe ou Quentin Cavanis? Est-ce Toulon-Toulouse ou est-ce Paris-Bayonne? Le haut de l'affiche est gagné par Quentin. Non Je suis sur un repeat. Ma pépite. C'était une très belle explication. Clément Combe sort du studio. Et Clément qui sort du studio, la tête basse, comme un perdant finalement. Mais non, mais il y en a. Il est vraiment dans son pire week-end. Pour Clément, c'était trop court. Il a fait 15 secondes. C'était trop court, monsieur. Oui, c'était trop court. Et souvent, on reste sur notre fin quand c'est trop court. Voilà. Comme me dites, Clément, il faut quand même qu'on t'entende, Clément. Non, mais. Non, merci beaucoup, Clément. Est-ce que tu comprends cette défaite? Non, absolument pas. Mais j'ai rien à dire de particulier, c'est pas grave. La maîtrise du temps. Après, c'est important en radio. Je l'ai maîtrisé le temps, je l'ai maîtrisé comme je le voulais. Il y avait pas d'autre chose à dire, c'était la meilleure affiche de la journée, c'est tout. Mais bon, c'est comme ça. Et tu sais, Alban a décidé. Non, mais ça peut être une défaite encourageante aussi. Hein. Non, non, c'est bon. Sorry, good game. Non, c'est bon. Non, mais après, t'aurais dû être 3e normalement, mais bon. Après, il y a l'autre qui trichait avec son pré-fou. Non, mais. Moi, j'avoue que la 2e place d'Antoine Mazet, elle me reste en travers de la gorge. Il y a des erreurs factuelles et ça monte sur le podium. Il a dit Perpignan 8, il a dit Perpignan 6e. Il y a des erreurs factuelles et il monte sur le podium. C'est honteux. Alexandre, ça te reste en travers de la gorge parce que je méritais la première place, tu penses? Non. Non. Mais déjà, habituellement, tu joues pas pour gagner. Moi, c'est ma victoire ce soir. J'ai gagné avec Quentin. Tu sais qu'il m'a quand même demandé dans les ordres si je ne finis pas dernier, est-ce que tu peux mettre la chanson de Queen? Oh là là, j'en peux plus de ces jours-là. Dernier. Oh ouais. Bon, Alban, merci d'avoir été avec nous. C'est le pire week-end d'Antoine. Merci beaucoup. Exceptionnel. Merci Alban. Beaucoup et bon match à tous pour la fin de soirée. Ton petit prono, Alban? Je vois bien l'UBB perdre sur les 10 dernières minutes.
Oh là là, ça, ce serait quand même... ce serait marrant. Ce serait cocasse, ouais, effectivement. Ça veut dire il y aura un match accroché, c'est tout ce qu'on veut sur Sud Radio. Merci beaucoup Alban d'avoir été avec nous. Bonsoir William. William de Brive, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comment ça va William? T'aurais fait le même classement qu'Alban toi ou pas? J'aurais mis devant Perpignan-Lyon. C'était le match marquant. Non mais arrête parce que mais ça c'est parce qu'il a pas écouté. C'est Antoine qui C'est moi qui cale les auditeurs. Mais oui, c'est Antoine qui cale les auditeurs. Donc évidemment qu'il y a corruption avant l'émission. C'est-à-dire bien sûr. Il y a même pas le flash info qu'il y a déjà corruption. N'oubliez pas les gars. Ouais, mais c'est moi qui l'ai mis à l'antenne. Alors tu sais, c'est moi qui gagne. Oui. Oh là là là. Voilà, c'est pour ça. On n'est pas aidé, hein. On n'est pas aidé par ces gens-là. Dans un instant sur Sud Radio, on va se poser une question, un poil provoque, mais on va se la poser. C'est la Champions Cup est-elle un poids pour le top 14? Alors, je vais essayer quand même d'étayer l'idée de ce débat là qui s'ouvre sur Sud Radio. Je me suis amusé à faire quelques petites statistiques cette semaine. Et je vais vous lire entre guillemets ce que je vous avais préparé. Je m'étais posé la question, comment l'arrivée des clubs sud-africains en Champions Cup favorise largement l'URC, le championnat, vous savez, où il y a les Irlandais, les Gallois, les Écossais, les Italiens et les Sud-Africains, et nuit, à contrario, au top 14. Vous le savez, en Champions Cup, en phase de poule, on ne peut pas affronter une équipe de son championnat. Donc les clubs français jouent un club du RC et un club anglais. Les Anglais jouent un club de top 14, un club du RC, et l'URC joue un club français, un club anglais. Jusque-là, vous suivez, il n'y a pas de souci. En Europe, vous savez, les déplacements, c'est quoi? C'est 1 heure, 2 heures de vol maximum avec les transferts. Europe, Afrique du Sud, on est à 15 à 20 heures de trajet minimum, voire 2 jours, en fait, de trajet. Et c'est important. Pourquoi? Parce que depuis l'arrivée des clubs sud-africains dans cette Champions Cup, l'écart des déplacements par championnat est absolument énorme. Il n'y a eu qu'une seule équipe du RC qui s'est déplacée en Afrique du Sud, c'était en phase finale de Champions Cup, c'était un Sharks Munster en 2023, il y avait eu 50-35 pour l'équipe de Durban. La première-ship, elle est déjà beaucoup moins bien lotie. Elle s'est déplacée à 6 reprises en Afrique du Sud, 5 fois en phase de poule, 0 victoire, 6 défaites. Le top 14 y allait 7 fois. 1 victoire, 6 défaites. Une seule victoire, c'était cette année, La Rochelle, du côté des Stormers. Et ça, c'est important. Ce qui montre aussi, et pour moi, là où ça pose problème, l'URC s'économise totalement en phase de poule parce que du coup, il n'y a pas de déplacement piège. Y a rien de tout ça, et bah du coup tu capitalises, t'as une bonne place en phase de poule, et après par exemple le Leinster, tu reçois jusqu'à la finale. C'est le cas depuis 2 ans pour le Leinster qui ne perd jamais en phase de poule depuis 2 ans. Et puis surtout, ça c'est important, ça a un impact qui est quand même majeur. Depuis l'arrivée des clubs sud-africains en Champions Cup, le top 14 c'est 8 clubs qualifiés sur 16 en 2 ans. La première chip, c'est 12 sur 16. L'URC, c'est 13 sur 16. Le top 14 est largement descendu. Et puis, enfin, au-delà de la Champions Cup, ça a un impact non négligeable sur le top 14. Par exemple, les clubs français qui se sont déplacés en Afrique du Sud ont remporté 0 match sur 6 la semaine suivante. Jamais un club français qui s'est déplacé en Afrique du Sud a remporté le match suivant parce que complètement essoré. Alors du coup, je vous pose la question, la Champions Cup est-elle un poids pour le top 14? William? Elle est déjà un poids parce qu'on est obligé, ça mobilise forcément les meilleurs joueurs de l'effectif. On sait que la moindre défaite dans cette compétition est compliquée. Donc, bien évidemment, en rajoutant en plus le trajet, on sait qu'on a 2 matchs à faire la même semaine avec quasiment les mêmes joueurs. Aujourd'hui, les seules équipes qui peuvent s'en sortir, c'est ceux qui ont un effectif qui est assez conséquent pour faire 2 matchs de haut niveau sur 7 jours avec quasiment 15 ou 23 mecs différents. C'est presque la solution. Donc oui, elle est forcément handicapante parce qu'on sait qu'on est obligé d'utiliser les mêmes joueurs et le hasard fait souvent mal les choses. Donc il y a ce match à gérer. William, si être performant après un déplacement en Afrique du Sud est conditionné à la profondeur d'effectif. Admettons Perpignan est en Champions Cup la saison prochaine et c'est tout à fait réalisable, voire même probable en fait. Si Perpignan n'a pas une profondeur d'effectif de dingue, ils vont faire quoi? Ils vont faire tourner en Champions Cup? On est en train de dévaluer la Champions Cup au global. Et quand je dis Perpignan, ça peut être plein d'autres clubs. Un déplacement en Afrique du Sud, en fait, tu fais tourner. Ça va être ça l'avenir de cette Champions Cup?
Ouais, ce serait terrible, mais déjà, avec l'ancienne version, on l'avait. Souvenez-vous des clubs comme Montauban, etc., qui à l'époque performaient, se sont retrouvés dans la grosse Coupe d'Europe, et ont eu du mal, et ont explosé, même en top 14, alors qu'il n'y avait pas les déplacements de maintenant. Il y aura forcément un choix à faire, et le risque est, bien évidemment, que des équipes qui n'ont pas la qualification à jouer se concentrent que sur les matchs à domicile. Ça va tirer le niveau de la Champions Cup vers le bas si ça continue comme ça, Julien Thomas. Ah, mais ça va tirer vers le bas. Pour moi, c'est complètement problématique pour les joueurs français, notamment que la Champions Cup, il faut quand même réaliser que c'est un étage encore au-dessus du top 14. C'est un peu moins que l'international, on va dire, que les équipes internationales. Donc, c'est un niveau que si tu vas avec une équipe B ou voire C, tu veux faire tourner, tu t'en prends 60 et tu passes pour une truffe devant tout le monde. Donc, si tu vas pas rivaliser, tu dois mettre un 15 de départ de tes meilleurs joueurs. Donc, il y a déjà pour le repos des joueurs internationaux entre les matchs français de l'équipe de France, le club qui joue sur un tableau peut-être rentré dans le top 6 vu la carence, le championnat resserré qu'on a, plus cette problématique de se déplacer. Quand je vois La Rochelle qui en prennent au Leinster comme ça, c'est normal. Tu te déplaces à mettre déjà à gagner pour la première fois en Afrique du Sud, les kilomètres dans les jambes. Il y a même, je crois, Léo Cullen qui disait dans une interview, je savais que ils avaient dans les pattes des kilomètres et que bon, si on les tenait, puis ça allait exploser à un moment donné. Mais c'est ce qui a été le cas. Au-delà, peut-être après du rugby même. Non, mais attends, c'est complètement inéquitable. Ça veut dire qu'en fait, les clubs du RC, ils ne vont pas en phase de poule en Afrique du Sud. C'est quand même, c'est tout bénef pour eux. C'est magnifique pour le Leinster, pour le Munster, pour l'Ulster. C'est quand même grandiose, Quentin. C'est un fauteuil. Ah ouais, pour non, ces clubs-là. Ils sont favorisés, c'est indéniable, et on voit que c'est ce que tu disais, que chaque club français de top 14 qui s'est déplacé, c'est une série carrément de matchs compliqués qui suit derrière, alors que eux, finalement, ils arrivent frais puisqu'ils font pas ces déplacements, donc forcément, ils ont un avantage terrible par rapport à nous. Et quand tu émettais l'idée de révolutionner ça, finalement tout le monde est d'accord. Je crois que c'est 98% des gens qui étaient d'accord avec toi. Ouais, j'avais posé la question, il y avait près de 1300 votes. Tiens, on a eu beaucoup de réactions qui nous disaient, mais attendez, le Leinster, ils y vont en URC en Afrique du Sud dans leur championnat. Ah oui, alors ils y vont d'une façon quand même un peu particulière, parce que par exemple quand le Leinster est allé aux Bulls l'année dernière, ils ont pris 62-7. Ils ont fait l'impasse. Là, ce week-end, ils sont allés aux Lions, qui jouent en Challenge Cup, quand même, de base. Ils ont pris 44-12. Ouais, mais c'est pareil, ils vont avec des équipes. Ils envoient des joueurs, vraiment, il y a Mengan, Penny, personne ne les connaît. Pas les titulaires à part les vrais spécialistes. Donc c'est quand même, c'est toute la limite de ce système-là. Ah, mais ça veut dire que là, c'est même leur championnat qui a un problème. Bah oui. Tu vois, c'est plus que la Coupe d'Europe, et si déjà dans leur championnat ça marche pas, pourquoi ça marcherait dans la Coupe la Coupe d'Europe, la Champions Cup, quoi. Donc est-ce qu'il faudrait pas renverser la question? Est-ce que c'est pas le top 14 qui malheureusement est un poids pour la Champions Cup? Parce que les autres championnats nationaux aussi. Mais les Anglais le gèrent bien. C'est pas ça, c'est que l'URC est un championnat à 3 vitesses où avec les déplacements en Afrique du Sud, toutes les franchises sud-africaines ou autres font l'impasse. Clairement, même contre des équipes de beaucoup plus faible calibre. Et à côté, la première chip cette saison qui est exceptionnelle, mais il y a des clubs qui ont mis la clé sous la porte. On est sur une ligue fermée à 10 clubs où il n'y a aucun enjeu. Concrètement, il n'y a pas d'enjeu de descente à part une qualification en phase finale, mais c'est qu'un enjeu positif. Donc au final, la Champions Cup, on va se retrouver avec un problème cette saison. Et même peut-être les saisons d'après, c'est que au final, c'est devenu un enjeu principal pour les clubs de première chip aussi. Ça l'était déjà pour les clubs du RC comme le Leinster. Parce qu'aujourd'hui, gagner la première chip, pour les Harlequins, c'est moins important que d'être champion d'Europe en fait. C'est ça qui est en train de se passer. Concrètement, oui. Alors que pour nous, clubs français, pour les clubs de top 14, en fait, il y a toujours cette continuité de jouer sur les deux tableaux. Non, mais ce qui va se passer surtout, c'est que si tu finis pas dans les deux premiers de ta poule en Coupe d'Europe, tu vas plus la jouer. Oui, et avec un rythme effréné, comme tu disais, Julien. Je suis allé voir vite fait. Le nombre de matchs dans les pattes qu'ont les joueurs. Par exemple, j'ai pris un cas très concret sous les yeux. J'ai le nombre de matchs joués par Antoine Dupont. Là, pour le moment, qui en joue le plus avec Toulouse. C'est pas celui qui en joue le plus avec Toulouse, mais il y a 21 matchs et je compte. Il y a même pas les 2 tournois de rugby à 7 qui sont comptés. 21 matchs. Maintenant, on peut prendre le nombre de matchs de Tad Furlong, par exemple. Tad Furlong, je pense que depuis 5 ans, il joue 17, 18 matchs par saison.
Et on va se retrouver potentiellement à une finale Toulouse-Leinster, ça sera peut-être une autre affiche, hein. On sait pas, il peut y avoir des surprises, mais on va se retrouver sur une affiche, une finale Toulouse-Leinster en Champions Cup, avec un mastodonte du rugby français ou qui a des cadres internationaux avec qui jouent tout le temps en équipe de France et qui donc vont arriver à cette finale de Champions Cup avec certains joueurs qui auront joué 30 matchs depuis la Coupe du Monde, et en face des joueurs irlandais, mais c'est la même chose depuis 3, 4, 5 saisons, des Furlong ou des je sais pas, des Ross Byrne ou des Kyle Doris. Je peux te donner un exemple très concret. D'un côté, t'as Tack Furlong et de l'autre côté, t'as Antonio, par exemple. Ils jouent au même poste l'année dernière. L'un a joué 600 minutes pour 12 matchs disputés, c'est Furlong. L'autre, c'est Antonio. Il a joué 1465 minutes, 31 matchs. C'est ça. Ah oui, non, mais c'est... Bon, après, La Rochelle n'économise pas spécialement ces joueurs non plus. Et puis, oui, mais ça, c'est pas que La Rochelle. Quand tu joues un top 14 tellement serré que pour y rentrer, on pense pas aussi au niveau business que tu rentres dans un top 6, ça fait quand même... Antonio, il a déjà joué 26 matchs cette saison. Tu joues des phases finales, donc il faut mettre ta grosse équipe. Donc les mecs, tu te permets pas d'avoir peut-être une profondeur aussi d'effectifs pour te permettre de les gagner et de rentrer dans le top 6 quand tu joues la fin le dernier tiers de championnat. Derrière, tu joues cette Champions Cup. Alors là, tu mets une équipe B, tu te fais ravager. Donc, ça va être ça l'avenir. De France. Donc on va mettre maintenant des équipes B en Champions Cup, mais autant ne plus la jouer en fait, ou en tout cas il faut faire quelque chose. Tiens, qu'est-ce qu'il faut faire? On va poser la question à Florian de Barbezieux. Bonsoir Florian. Bonsoir. Bonsoir. Que faut-il faire Florian pour tout simplement inverser la tendance? Qu'est-ce qui se passe avec cette Champions Cup? Alors, comme vous disiez, le problème, c'est qu'en top 14, bientôt, les équipes ne joueront plus que le top 14 et plus la Coupe d'Europe. Parce que comme l'URC et la première chip, il n'y a pas de montée et descente. Alors, à voir si c'est le format du top 14 qu'il faut changer ou les autres, avec des montées et des descentes. Moi, je vois pas pourquoi on changerait le meilleur championnat du monde, hein, honnêtement. C'est pour ça, moi, le top 14, c'est l'un des plus gros championnats du monde. Ça a jamais bougé depuis des années. Là où moi j'ai été, ça m'a fait bizarre, c'est quand ils ont mis en place le championnat de URC, où quand on regardait le Super Rugby, ils ont mis donc du coup des équipes, il me semble d'Afrique du Sud, dans ce championnat-là, qui ne fait pas du tout partie de l'Europe en soi. Où dans ce championnat, on va retrouver dans des équipes écossaises, irlandaises, du Pays de Galles et de l'Italie, et des équipes d'Afrique du Sud. Donc déjà à partir de ce moment-là, comme vous avez mis sur le thread Twitter que j'ai lu, déjà au niveau logistique, préparation pour les joueurs, c'est très 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 compliqué. Ah bah de toute façon on voit hein, Leinster quand ils partent en Afrique du Sud ils y vont pour 2 matchs, ils envoient les gamins quoi. Et c'est totalement assumé par tous les clubs qui vont en Afrique du Sud jouer en URC, et ça va bientôt être totalement assumé en Champions Cup, sauf que en Champions Cup si tu fais ça, tu vas pas loin. Parce que tu perds un match là-bas et tu termines parmi les moins bons qualifiés, donc tu fais que te déplacer, et ce qu'a fait La Rochelle cette année. Et Alexandre, tu peux aussi te prendre une enquête de l'EPCR aux fesses pour rester poli, puisque c'est le cas de Northampton Bulls avec les Bulls de Pretoria qui sont visés par une enquête parce que pour avoir balancé leur équipe B voire C carrément en Angleterre, parce qu'ils recevaient le Munster la semaine d'après en championnat, c'était une grosse réception, voilà donc. Et ça va poser problème. Je vois pas. En fait, j'ai peut-être une solution. Ce serait que les clubs sud-africains reçoivent en Europe durant la phase de poule de Champions Cup. Mais je vois pas autrement, parce que déjà on les interdit de recevoir en demi-finale, mais on les interdit pas de recevoir en huitième. Donc c'est juste n'importe quoi. Ça peut être une solution, et de venir faire 3 matchs ou 2 matchs de week-end. Mais on n'irait pas au bout du modèle. On n'irait pas au bout du modèle d'intégration. Il faut-il aller au bout du modèle? Moi je pense pas. Mais le souci, c'est que dans ce modèle-là, où tu dis les Sud-Africains on les fait jouer en Europe, c'est bien pour les équipes européennes, mais c'est pas bien pour les provinces sud-africaines, parce que c'est aussi ça devient un problème pour eux. Donc on n'ira jamais au bout de ce modèle-là de la Champions Cup. Ouais, mais quand tu vois aussi le monde que ça attire là-bas.
Quand tu vois le match du Loup, par exemple, il n'y avait personne dans le stade. Un stade qui était plein la semaine d'avant. L'argument économique peut pas rentrer en compte. Tu peux pas dire qu'en termes de billetterie, ça soit une réussite exceptionnelle. Non, donc même pour eux, je veux dire, jouer dans un stade à moitié vide. Par contre, tu condamnes l'idée de développer cette Champions Cup. Je veux dire, elle n'ira jamais vers de plus haute sphère. À partir de quel moment on dit jusqu'à quand on la développe en fait? On lui laisse combien de temps? 3 ans? Parce que là, ça va faire la 3e année l'année prochaine. Est-ce qu'on lui donne 5 ans? Est-ce qu'on lui donne combien de temps on lui donne pour la tester pour le tester le produit? Honnêtement, je sais pas, mais est-ce qu'il faut arrêter tout de suite? Est-ce qu'on peut déjà établir que c'est une mascarade et qu'on arrête tout de suite? Est-ce qu'on laisse encore 2 années? Est-ce que ça va être un fiasco jusqu'au bout? Est-ce que la Coupe du Monde des clubs va pas apporter un semblant de réponse? Et surtout, ça va laisser au club d'avoir une profondeur de pépinière maintenant à vraiment y réfléchir, à exploiter 2-3 équipes compétitives dans leur mais on peut pas. Le salarié cap descend. Donc le salarié cap est fixé. Mais si tu il descend en Angleterre. De jeunes, tu peux essayer quand même de produire tes pépites. Non, mais ça veut dire que si tu les fais jouer que pour la Champions Cup, est-ce qu'ils vont être aguerris pour le niveau? Non, et puis si tu te mets à faire jouer des gamins de 18 ans sur tous les matchs, tu vas avoir des pétés de partout en plus. Non, mais il y a plein de questions à se poser. Il y a franchement beaucoup de questions à se poser. On revient dans quelques instants sur Sud Radio. Merci beaucoup Florian. On pense aussi à Gontran, ton coéquipier toujours dans le coma, blessé avec les espoirs de Barbezieux Jonzac. Il y a maintenant une semaine. Très bonne soirée à toi Florian. Dans un instant, tiens, on va tout de suite retrouver Nicolas Delage et David Gérard. David, une question que je vais ouvrir. C'est toi, Nicolas, qui me l'a inspiré cette question. Le club girondin a-t-il taillé pour performer en phase finale? En dessous, on va dire la sous-question, se pose la question de la profondeur d'effectifs au poste clé du côté de l'Union Bordeaux-Bègles, et notamment au poste d'ouvreur. C'est à vous ouvert le débat sur le poste d'ouvreur. J'élargis un peu plus la discussion, Nicolas. Ouais, j'ai bien compris. La question, il y a quelques coupures. Alors je te la répète, David, la question que j'ai cru déceler, c'est est-ce que l'UBB est armé en gros pour être champion? Est-ce que l'UBB est armé pour enchaîner par exemple 3 matchs de très haut niveau? Admettons un barrage, une demi, une finale. Moi je pense pas. Je pense qu'il y a encore des carences, il y a encore des manques. Il y a encore un effectif qui est trop léger. Ça pourrait passer. Il pourrait y avoir Brennus cette année pour l'UBB. Si et seulement si, à mon noble avis, s'il y a demi-finale directe, parce que la demi-finale est à Bordeaux en plus, et il y a un enchaînement sur la finale. Voilà. Dans un autre cas de figure, vraiment je trouverais ça trop difficile. Qu'est-ce que tu en penses, David? Oui, surtout au poste de numéro 10, clairement, il te faut 3 joueurs de haut niveau. On t'entend pas bien, David. Ah pardon, est-ce que vous m'entendez bien là? Ouais, c'est un peu mieux. Voilà. Donc je disais, il te faut au poste de numéro 10 3 joueurs de très haut niveau. Aujourd'hui, pour moi, l'UBB en a 2. Et avec 2, pour moi, tu ne peux pas jouer et la Coupe d'Europe et le top 14 à fond la caisse. Pourquoi? Parce qu'il y a des blessures. C'est la réalité du rugby aujourd'hui. On n'a qu'à voir Jalibert. Aujourd'hui, en pourcentage de matchs joués avec son club, on doit être à peine un peu plus d'un match sur 2. Il a été et on développe ça dans un instant, David et Nicolas, on développe ça dans un instant, mais avant on fera un petit point sur les informations. À tout de suite.